Chapitre 14. Une lueur dans ma nuit. Fil de trame, fil de chaîne, la femme indigo me désigne un océan de lumière. Indigo mat, un peu violacé. Indigo traversé d'une lumière dorée. Indigo clair et outre noir. Toujours dialoguant avec la femme indigo, tisser les fils ténus de ma mémoire. Une diablesse à la peau luisante vient de naître au cœur d'une vaste forêt. Elle a baigné sa peau d'ébène dans l'eau glacée d'une rivière. Toute ruisselante d'eau, elle émerge et les rayons du soleil lui font un habit de lumière. C'est comme une renaissance. Sa marche hésitante met en valeur sa silhouette, les courbes de ses hanches, le délié de ses jambes. C'est du plus profond des ténèbres que nous parvient quelquefois la lumière. Toujours aller au-delà des noirceurs de la vie, ne jamais renoncer. Et voilà surprise qu'elle s'auréole d'éclat. Lumière tremblotante, vacillante d'une vie qui avance. C'est quand les choses ne sont plus sûres que la vie enfin commence. Faire de cette lumière étonnante et secrète l'objet central de ma vie. Tracer mon propre sillon, imprimer ma propre marque dans l'épaisseur du destin. Toujours me saisir des rayons de soleil que subliment les ténèbres pour révéler la beauté de celle que désormais j'ai choisi d'être. Diablesse habillée d'une lumière noire. Ce sont les noirceurs les plus profondes qui révèlent le mieux les reflets argentés du bonheur. Fil de trame, fil de chaîne, tissez toujours mon œuvre. Entre Eros et Thanatos, allongé dans le lit du froid hôpital, j'avais pris l'habitude de guetter l'arrivée de l'infirmière qui me donnait jour après jour les nouvelles de mon pays. Mais cette fois-là, elle s'était faite attendre. J'avais pensé que les barrages avaient été plus difficiles à franchir, qu'elle était empêchée d'accéder à l'hôpital. Mais j'étais loin du compte. L'infirmière s'était tout simplement octroyé un répit. Quelques jours de pure joie au sein du petit univers qu'elle s'était construit année après année. Et un matin, son rouspel achevé, elle s'était enfin décidée à prendre le chemin du grand hôpital où je l'attendais. Comme à son habitude, elle s'était levée vers 5 heures. S'était dirigée, l'esprit encore embrumé, dans la cuisine où se préparait son café, une mixture qui tenait plus du vezou que du café tant elle y ajoutait du sucre. Chaque jour, c'était presque les mêmes pensées, les mêmes gestes. Mettre le café dans la tasse, le boire à petites gorgées en regardant le soleil monter lentement. Les nuages s'organisaient dans le soleil en nuances de gris et d'orangé. Ciel magnifique qui annonçait une journée plutôt chaude. Prendre le temps d'écouter passer la volée de perroquets qui chaque matin traversait son ciel. Un vrai scandale. D'où sortait-il? Où allait-il? Les cris des oiseaux babillards rythmaient ces débuts de journée depuis des années. Ne pas se poser de questions, ne penser à rien. Et puis, la nuit tout à fait dissipée, faire un petit tour dans son jardin, arpenter son domaine en humant l'air frais du matin, frémissant. C'est que Martine s'était aménagé un vrai paradis. Une maison à sa mesure avec des volets bleus et une large véranda qu'embellissaient des plantes vertes dans des suspensions en macramé, des petits carillons en bambou et des coins salons douillés. Bien sûr, la maîtresse des lieux n'avait pas oublié les hamacs pour se prélasser à son gré et un jacuzzi dont les eaux bouillonnantes délassaient son corps à la fin d'une journée harassante. Tout autour de la véranda se dressaient des buissons d'oiseaux du paradis d'un orangé vif. Et la pelouse se déroulait dans un moutonnement d'herbes grasses ou d'herbes folles, joli tapis que Martine entretenait avec assiduité. On arrivait à la maison en empruntant une large allée en pierre grise qui séparait le jardin en deux parties. D'un côté, le domaine des arbres fruitiers, de l'autre celui des fleurs. Martine s'était procuré des arbres qui produisaient en abondance des fruits à hauteur de sa main.
manguiers, pruniers, cerisiers, merisiers. On trouvait même un caillemitier, un sapotillier et un calebassier qui lui fournissaient de petites calebasses qu'elle décorait de gravures et de peintures pour passer le temps. Et elle ne s'était pas privée de fleurs. Des roses, du jasmin, des orchidées, des dahlias, toute espèce de fleurs aux parfums enivrants que les abeilles et les guêpes butinaient sans cesse. À bonne distance de la maison aux volets bleus, afin que les racines ne lui causent aucun dégât, on trouvait un arbre à pain, un prunier de cythère, un avocatier, quelques cocotiers. L'arbre à pain, en dominant de sa haute silhouette sur son univers, répandait aux côtés des autres arbres des trésors de sérénité, balançant ses branches au gré du vent. Toute cette flore au perché veillait d'une manière presque paternelle sur le reste du jardin. À quelques mètres des arbres grimpaient des entrelacements de lianes d'igname sur des tuteurs. Des semis à peine germés laissaient des petites taches d'un vert tendre sur la terre noire de leurs plates-bandes. Sur la clôture, c'était le coin des cucurbitacées, giromons, concombres et melons qui prospéraient comme bon leur semblait, toujours lançant leurs lianes à la découverte d'un coin plus accueillant. Dans les endroits où ne prospéraient ni fleurs, ni fruits, ni légumes, des dalles de ciment dessinaient des petits chemins qui empêchaient de patauger dans la boue. Tout au fond de sa propriété, Martine avait tenu à installer un four à charbon qu'elle entretenait elle-même et duquel s'élevaient à certaines périodes des volutes parfumées. Il y avait aussi des clapiers, un poulailler, un enclos pour une population de lapins, de poules et de cabris. Derrière la maison, loin des yeux des visiteurs, on trouvait les plantes médicinales qui parfumaient les tisanes chaudes du mois de décembre ou de janvier lorsque l'air se rafraîchissait. Il faut dire qu'au quartier La Croix, au Mont-Nevers, il fait si frisquet qu'on sort les petites laines sous lesquelles on a plaisir à se glisser pour éviter les refroidissements. Les plantes odorantes croissaient paisiblement dans de larges bacs que Martine avait pris la précaution de surélever avec des poteaux en glycéria. Elle ne tenait pas à confondre la peau froide d'un crapaud avec une pierre lorsqu'elle venait entretenir ses plantations. L'infirmière avait une peur bleue des crapauds. Comme je la comprenais, rien ne manquait à son jardin de plantes aromatiques. Basilic aux senteurs épicées, thym, romarin. Martine avait aussi une collection de menthes fraîches dont elle était très satisfaite. Menthes poivrées, menthes glaciales, menthes gingembre, des menthes toniques et excitantes qui, sans empêcher de dormir, remédient à la fatigue psychique et intellectuelle. Elle les appréciait aussi pour leurs vertus digestives, analgésiques et antiseptiques. Des buissons de citronnelle plantés contre la palissade éloignaient les moustiques. Et puis, il y avait naturellement les plantes qu'on se devait de trouver dans tous les jardins créoles. Oignons pays, persil et thym, piment végétarien, piment bondamment Jacques et tomates. Armée de sa pioche et de sa fourche, Martine avait imprimé patiemment sa marque en faisant de son jardin un havre de paix. Sa promenade achevée, l'infirmière s'était douchée, habillée, puis elle avait pris la route du grand hôpital où je l'espérais. Et la voilà qui entrait dans ma chambre. Curieusement, la voix de Martine était calme, ses gestes plus lents, plus doux qu'à l'ordinaire. Ce n'étaient plus les mots et les phrases qui s'enchaînaient presque sans respiration. Et cette tranquillité avait la vertu de m'apaiser moi aussi. C'est que les émotions vives qui m'étaient revenues les semaines passées avaient bien besoin, je l'avoue, de s'estomper. Dans la forêt de mes songes, j'étais au cœur du même dilemme. Accepter de continuer ma vie comme May l'avait choisi ou saisir le courage de voler de mes propres ailes. Oui, moi qui avais exhumé de mon passé tout un assortiment d'événements terribles qui m'avaient plongé au cœur d'émotions et de sentiments extrêmes. L'infirmière avait pris le temps de me dire quelques mots sur les raisons de sa disparition et aussi quelques anecdotes de sa vie personnelle. Lorsqu'elle m'avait décrit son paradis, non seulement je n'avais pas manqué de me l'imaginer, mais j'avais aussi projeté pour moi une semblable oasis. Entre Eros et Thanatos,
Dans le froid hôpital, les émotions me reviennent. Les jours qui avaient suivi les événements qui m'avaient ramené chez May avaient continué ma vie presque à l'identique. J'allais et venais en serrant ma douleur au fond de moi-même. Cependant, ce que je croyais être la fin devait se révéler un commencement. Pour cette phase de ma formation d'institutrice, il me fallait en effet passer 2 années à l'université. Ce que May m'avait interdit il y avait quelque temps venait donc à moi comme un destin. Je m'étais bien évidemment inscrite à la faculté de lettres, la littérature s'étant révélée à moi comme une nourriture. Le campus de Schœlcher n'avait pas la renommée d'une Sorbonne, mais contre mauvaise fortune, il fallait faire bon cœur.